Ok, alors maintenant on va voir donc le dernier chapitre, le chapitre 7, la réforme judiciaire de l'an 8, donc toujours sur le calendrier révolutionnaire. Cette réforme arrive après 9 années d'organisation judiciaire. Le premier défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de tribunaux judiciaires. Le second, c'est que la justice reste très onéreuse, c'est-à-dire très chère. Aussi, les avocats avaient une qualité et une éthique souvent basses. 1. La nouvelle organisation judiciaire. Petit a, les juridictions ordinaires. La réforme judiciaire de l'an 8 confirme le principe de double degré de juridiction. Elle confirme également l'existence d'une juridiction suprême, le tribunal de cassation, qui juge du droit et non du fait. Enfin, elle confirme l'idée que chaque juridiction exerce des compétences en matière civile et pénale. Petit 1, les justices de paix. Les justices de paix perdent sous le consulat la plupart de leurs compétences en matière répressive. Elles restent en marge de l'organisation judiciaire, leur cas n'étant pas réglé par la réforme de l'an 8. Dans chaque juridiction, les juges sont choisis par le gouvernement entre deux candidats élus. Avant la réduction du nombre de cantons, ce nombre de juges passe de 6 000 sous le directoire à 3 000 dès l'an 9. Aucune compétence spéciale n'est exigée des juges. Il y a donc une grande disparité dans la qualité des juges de paix. 2. Les tribunaux de première instance. Les tribunaux de première instance constituent le premier degré normal de juridiction à compétences civiles et répressives. Ce sont donc des juridictions d'appel et les décisions sont rendues par les juges de paix. Il y a 4 conditions requises pour devenir juge de première instance. Être âgé d'au moins 30 ans, remplir des conditions d'honorabilité, détenir une licence en droit, accomplir un stage de 2 ans en qualité d'avocat, et ces juges sont donc désignés par le gouvernement, mais sont néanmoins inamovibles. 3. Les tribunaux d'appel. Mis en place par la Constitution de l'an 8, les tribunaux d'appel viennent remplacer les parlements. Pour éviter que les tribunaux d'appel deviennent des cours souveraines, la pratique des arrêts de règlement est prohibée. Aussi, on réduit leur ressort. Il y a 28 tribunaux d'appel en moyenne, 1 pour 3 départements. La mission de ces tribunaux est de juger en appel des décisions de tribunaux de première instance. De la même manière, ils statuent en appel de première instance des tribunaux de commerce. Par contre, ils n'ont à l'origine aucune compétence pour l'appel en matière pénale. En 1804, ces tribunaux deviennent des cours d'appel pour rappeler une continuité avec l'Ancien Régime. En 1810, ces juridictions d'appel deviennent des cours impériales. 4. Le tribunal de cassation. En 1804, le tribunal de cassation devient cour de cassation, et son rôle de juridiction suprême est confirmé. Cette juridiction est divisée en 3 sections. La chambre des requêtes, chargée d'opérer un tri des pouvoirs en matière civile, la chambre civile, chargée d'examiner les pouvoirs transmis par la chambre des requêtes portant sur toute matière civile, et enfin la chambre criminelle, chargée d'examiner sans tri préalable tout pourvoi en matière pénale. B. Les juridictions d'exception. Ces juridictions sont particulièrement nombreuses dans un régime de dictature militaire. Pour juger des crimes contre la sûreté de l'État, la Constitution prévoit l'existence d'une haute cour. À côté sont institués des tribunaux criminels spéciaux pour connaître des crimes les plus redoutables, assassinat, fausse monnaie, vol qualifié ou incendie volontaire. Les tribunaux militaires sont particulièrement utilisés pour maintenir l'ordre public dans les régions troublées. Grand 2, le personnel de la justice. A. Les magistrats. La magistrature forme à nouveau un corps inamovible, et la parenthèse des juges élus est définitivement fermée. La compétence et l'origine sociale des magistrats sont désormais des paramètres pris en compte dans leur nomination. À cet égard, la licence en droit n'est pas la condition la plus importante. Les candidats à la magistrature doivent désormais se soumettre à une enquête sur leur honorabilité et leur fortune. Aussi, la formation pratique des futurs magistrats est confiée à leur aîné. Les futurs juges sont ainsi admis en tant qu'auditeurs auprès des cours et tribunaux. B. Les auxiliaires de justice. L'expérience des défenseurs officieux s'achève en 1804 par la résurrection de la profession d'avocat. Les candidats à cette fonction doivent être licenciés en droit, passer un stage de 3 ans et prêter serment. Au départ, la profession se conçoit libéralement et uniquement comme une pratique individuelle. Cependant, dès 1810, les ordres d'avocats sont reconstitués avec des chefs
reprenant le titre de bâtonnier. Ces derniers ne sont cependant pas élus par leur pairs, mais ils sont nommés. À côté des avocats, d'autres professions réapparaissent comme les procureurs, appelés désormais avoués, et sont regroupés en chambres pour assurer leur discipline. Les huissiers et les greffiers se réorganisent de la même manière. La justice adopte alors son visage contemporain.